L'exploitation du gaz de schiste est-elle déjà en marche en France? Avec quelles conséquences? On va voir tout de suite tout ça avec nos invités. Isabelle Lévy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du collectif du pays Fertois contre le pétrole de schiste. Alors, pourquoi vous avez fait de ce gaz de schiste votre combat? Parce que ça vous occupe aujourd'hui. Ça m'occupe, oui. Pourquoi je l'ai fait? Parce que c'est une exploitation qui est dangereuse à long terme. Mais qu'est-ce qui vous a sensibilisé? Que votre région était menacée, par exemple? Bien sûr, ma région est menacée, puisque c'est une ancienne région de production de pétrole classique, et on y cherche, ou on voulait chercher ces derniers mois, du pétrole de schiste. Alors on va voir effectivement ce que vous surveillez de manière très stricte. Pour parler de ce risque qui vous inquiète, Antoine Le Sauleuse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des ressources énergétiques. Donc là, on parle bien de ce gaz de schiste. Pour arriver à comprendre d'où vient cette inquiétude, qu'est-ce qui différencie le gaz de schiste du pétrole? Alors, du gaz, du pétrole, tout ça, ce sont des hydrocarbures. On parle souvent du gaz naturel que l'on a à la gazinière. Le gaz naturel, en fait, vient de cette couche que l'on appelle le schiste en France, qui est une couche d'argile. Ce gaz naturel vient de ces couches argileuses et avec les processus géologiques, l'enfouissement des couches, normalement ce gaz va remonter et aller se mettre dans justement des réservoirs conventionnels. Ce sont en général du grès, du calcaire, qui vont venir absorber les huiles ou les gaz. Mais il en reste toujours quelques particules en fait dans ces couches argileuses qui sont en profondeur, là à 2000-2500 mètres de profondeur. Et bien là, en fait, l'idée c'est d'aller extraire les dernières gouttes d'huile ou de gaz qui sont dans ces couches argileuses. D'accord. Alors on a bien compris durant ce documentaire qu'il faut faire donc pour récupérer ce gaz de schiste, ce qu'on appelle aujourd'hui la fracturation hydraulique, qui inquiète beaucoup, avec quelques sujets vraiment de peur très précis. C'est quoi les peurs principales vraiment des citoyens? Ce qui revient souvent quand on parle des techniques de fracturation hydraulique, justement pour l'extraction du gaz ou de l'huile de schiste, c'est la pollution par les agents utilisés dans le forage, la pollution des nappes d'eau. Parce qu'en fait, juste pour préciser, vous êtes géologue, vous connaissez bien tout ça. Comment on fait cette extraction? Cette fracturation hydraulique, ça correspond à quoi? Alors en fait, c'est un forage à la base qui est classique. On va partir à la verticale, traverser les différentes couches géologiques pour aller jusqu'à 2000 mètres à peu près de profondeur. Puis, quand on atteint cette couche argileuse, le schiste, on va partir à l'horizontale pour s'étendre, étendre le puits. Exactement, pour étendre le maximum l'expansion dans cette couche. Une fois qu'on a atteint cette couche, on va injecter sous très haute pression de l'eau pour en fait fracturer, créer une possibilité de circulation de fluide dans cette couche argileuse pour pouvoir venir capter de l'eau et pas que de l'eau. Alors oui, on va injecter en fait, les pétroliers vont injecter au moment de cette fracturation de l'eau, des billes de sable pour venir justement écarter et maintenir écartées les fractures dans cette couche argileuse. Et on va rajouter un produit que l'on appelle un propan, ça c'est le terme technique, mais qui est en général une gomme alimentaire, qui est un produit en fait qui va venir absorber les molécules de gaz ou les molécules de pétrole. Et donc ce risque de pollution des nappes phréatiques, il existe? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les nappes d'eau, ce qu'on appelle les aquifères, sont en général entre 200 et 800 mètres, 900 mètres grand maximum de profondeur, ces nappes d'eau. Là, on va chercher des hydrocarbures qui sont à 2000 mètres de profondeur, donc on n'est pas du tout au même niveau de profondeur. Vous n'avez pas l'air d'accord, Madame Lévy? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toute une série de choses qui viennent d'être dites. Quand on utilise de l'eau pour la fracturation, cette eau pour la fracturation, il en remonte à peu près 60%. Et quand elle remonte, bizarrement, on le sait, elle ne remonte pas, vous avez oublié, parce que la gomme, ça va bien, mais il n'y a pas que la gomme, il y a aussi des biocides, il y a aussi de l'acide, il y a aussi des mouillants, il y a aussi énormément de choses. Et il est avéré, puisque vous parlez de choses avérées, il est avéré que ce qu'on retrouve dans l'eau qui remonte n'a rien à voir avec ce qu'on avait mis dans l'eau au départ. Tout simplement parce que la pression de l'eau et la chaleur qui existe dans le sous-sol fait qu'il y a l'équivalent d'un réacteur chimique dans le sous-sol. Et on retrouve des molécules qui sont avérées dangereuses pour la santé. Et à des doses, qui sont réellement toxiques pour la population? À des doses qui sont réellement toxiques. Alors, on pourrait se dire,
et un certain nombre, c'est ce qui se passe aux États-Unis, il faut absolument récupérer cette eau et la traiter pour éviter qu'elle ne rende et qu'elle ne provoque des pollutions qui atteignent la population. Il y a deux difficultés. La première difficulté, c'est qu'il semble très très difficile de nettoyer cette eau, parce que les molécules sont relativement difficiles à récupérer. Deuxièmement, ça coûte cher. Et les pétroliers ne sont pas du tout obligés, en ce moment, en tout cas aux États-Unis, de récupérer ces eaux de retour. En France, on a une législation plus stricte. Non, mais là, en ce moment, donc la pollution est avérée parce que l'eau n'est pas récupérée. Elle est même épandue parfois sur les routes pour servir d'antigel. Bon, ça, c'est une autre affaire. Et par ailleurs, ce liquide, il en reste quand même aussi 40% qui ne remonte pas. Hein. Voilà, donc avant que M. Solus ne réponde à ça, est-ce que, ça j'ai bien compris qu'on avait retrouvé de l'eau qui était polluée à la sortie, mais est-ce qu'on a constaté de manière certaine, est-ce qu'il y a des études qui montrent qu'il y a eu un danger, qu'il y a eu des maladies déclarées dans la population américaine? Absolument. Avec un lien de cause à effet? Absolument. Il y a des études qui sont très intéressantes, qui sont faites. Alors, la vraie difficulté aussi, c'est que ce genre de pollution, elle n'est néfaste, je dirais, qu'au bout d'un certain temps. D'accord, mais les États-Unis, ça fait quand même des années que... Ça fait 5 ans, voilà. ça fait 10 ans. Donc on commence à avoir des maladies. On commence à avoir des maladies. Et il y a par exemple un nombre incalculable de maladies liées à la présence de perturbateurs endocriniens dans l'eau qui remonte et qui font qu'il y a des enfants mal formés, il y a des problèmes enfin, tout ce qui est lié à la perturbation endocrinienne. Donc ça, ces études, elles sortent depuis 1 an, depuis 2 ans. Elles sont extrêmement nombreuses. Il n'y a pas de. Alors Antoine de Solus, est-ce que effectivement ces études sont avérées et est-ce que en France ça ne se passerait pas comme ça? En fait, je peux répondre à la deuxième question. J'étais sûre. En posant les deux, je me suis dit que je faisais avoir. Voilà. Il faut bien comprendre que le gaz de schiste est né aux États-Unis il y a plus de 5 ans. Maintenant, on peut parler d'une vingtaine d'années. Et aux États-Unis, la législation n'est pas du tout la même. On est propriétaire de son terrain. Et dans les années 90, c'est vrai que les foreurs ont fait n'importe quoi aux États-Unis. En France, on n'a pas du tout la même réglementation. C'est l'État qui va autoriser ou non, et c'est l'État qui est propriétaire du sous-sol. On a une législation. Donc c'est l'État qui est responsable. Voilà, exactement. Et on a une législation qui est draconienne en France. Hein, c'est-à-dire qu'un pétrolier qui veut faire un forage, il ne peut pas faire ce qu'on appelle du open hole, c'est-à-dire un trou nu dans lequel on injecte ce que l'on veut. Il doit présenter un forage qui va être habillé de ciment et d'un tubage en acier, c'est-à-dire que c'est pratiquement plus étanche que dans une douche chez vous. Hein. Et puis les composés, ça je pense que vous avez raison dans le sens, les composés qui étaient utilisés dans les années 90 aux États-Unis étaient la plupart chimiques. Et justement, pour améliorer l'image, parce que les pétroliers qui veulent faire des bénéfices, forcément sont obligés quand même à un moment de faire avec les pouvoirs publics et la santé humaine, eh bien, ont essayé au maximum d'améliorer les techniques. Et les techniques actuelles que proposent les industriels sont beaucoup plus propres. Alors, on pourra revenir, je ne sais pas si c'est le moment, mais sur le choix des énergies et est-ce que les énergies sont propres? Moi, je peux déjà vous le dire, il n'y a aucune énergie de propre. Est-ce que, en tant que géologue, vous pensez-vous aujourd'hui que ce qui commence à être utilisé aux États-Unis, donc effectivement des procédés quand même moins polluants que ce qui a existé il y a 20 ans, si aujourd'hui c'est utilisé en France, est-ce qu'on peut, avec un risque minime, hein, bien sûr, j'entends que le risque zéro n'existe pas, réduire au maximum le danger de pollution, de fuite, de tous ces risques qui existent? C'est ce qu'ont fait d'autres pays, hein. Il n'y a pas que les Vous êtes allé dans certains pays européens, l'Allemagne? Voilà, le Danemark, vous avez la Pologne, l'Angleterre, et puis l'Algérie va s'y mettre. Tous ces pays. Avec ces nouvelles techniques, avec ces nouvelles façons de... Tout à fait, c'est-à-dire avec des techniques de fracturation plutôt hydrauliques qui sont à base d'eau, à 99%, de billes de sable, et puis on va utiliser cet agar-agar, et un petit peu, vous avez raison, hein, d'acide et de biocide, mais en quantité vraiment infime, c'est-à-dire qu'on est sur du 0,00x%. Ça vous rassure pas? Non, ça me rassure pas, parce que je voudrais qu'on sorte du débat uniquement focalisé sur la fracturation hydraulique. Le problème, c'est quel est l'impact de ce type d'exploitation avec fracturation hydraulique sur le long terme. Et ça, sur le long terme, quand bien même la fracturation serait faite à l'eau déviant, à l'eau propre, à l'eau pure, je dis bien à l'eau volvique, c'est mon choix, elle aurait des impacts sanitaires et environnementaux quand même. On sait qu'aux États-Unis, dans les puits qui ne sont plus exploités, il y a des fuites de méthane. Parce que même une fois le puits
quand on arrête l'exploitation du puits, le méthane, petit à petit, s'évacue et rejoint le fameux tuyau, rejoint le fameux ciment, qui n'est pas fait pour durer 20 ans, qui n'est pas fait pour durer 25 ans. On peut se protéger de ça ou pas Et il y a des fuites. Et donc la catastrophe écologique de la fracturation, c'est pas la fracturation elle-même, c'est le résultat. Est-ce qu'on peut se protéger de ça? La seule réponse que je peux vous apporter à ces fuites, c'est en fait des émanations de gaz. C'est le gaz qu'on utilise, le gaz de ville. Ce sont les mêmes émanations. Mais là, après, on rentre dans le débat du choix des énergies. C'est-à-dire que ce gaz... Est-ce qu'il y aurait une énergie qui serait propre? Non. Alors, parce qu'on parle des éoliennes, on parle de choses comme ça. Tout à fait. Et en fait, on utilise également des produits qui ne sont pas propres. Oui, exactement. Pour créer de l'énergie, il nous faut de la matière. Toute forme d'énergie demande de la matière. Vous voulez de l'éolien, en fait, pour transformer la rotation de l'hélice en électricité, il faut des matériaux électromagnétiques que l'on trouve qu'en Chine. L'extraction de ces métaux est abominable. On injecte de l'acide en très haute quantité, à très haut pH. Là, on a déjà constaté des cas de cancer. Exactement, oui, là, il y a beaucoup de problèmes. Les panneaux solaires, c'est la même chose. Donc c'est propre chez nous, mais c'est pas propre là où c'est fabriqué. Voilà, quoi. En fait, c'est un problème. Le problème de l'énergie, c'est un problème qui devrait être... Et c'est pour ça que j'aime bien le nom de votre émission et le gaz de schiste ont toute leur part ici. C'est-à-dire qu'il faut regarder le monde dans sa globalité. On peut regarder notre monde. Et voilà, en fait, c'est un problème global. Quand on achète, puisque pour l'instant, on ne produit pas de gaz en France. Quand on achète du gaz aux Russes, aux Polonais, aux Algériens et aux Qataris, en fait, on achète de toute façon déjà du gaz de schiste. Non, c'est faux. C'est vraiment faux. Je m'inscris en faux. Le gaz de schiste en Pologne, il y a eu 65 puits en 2 ans. Il n'y en a pas un qui s'est avéré productif. Ils ont tous, c'était un fiasco. Et tous les pétroliers qui ont investi en Pologne se sont tous retirés. Il n'y a pas de gaz de schiste venant de Pologne. C'est faux. Deuxièmement, en Angleterre, les forages ont commencé il y a à peine 1 an. Il n'y a pas de production encore qui soit exportée. C'est faux. Il n'y a pas de production de gaz de schiste en Algérie. Il y a des projets, il y a des gens qui se battent contre, mais il y a des projets, mais ça n'existe pas. Donc il n'y a aucune exportation en ce moment de gaz de schiste qui arrive en France. C'est faux. Est-ce qu'on ne peut pas se dire quand même, en dehors de tous les arguments écologiques, que vu qu'il y a aujourd'hui pratiquement un Français sur 5 qui n'arrive pas à payer sa note d'énergie, qu'il faut bien qu'on trouve des solutions, que le gaz de schiste, manifestement, en tout cas aux États-Unis, est nettement moins cher, que d'après certains experts, le sol français, certaines régions, en tout cas notamment la Lorraine, serait très riche en gaz de schiste. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, d'ailleurs, et Nicolas Sarkozy et Alain Juppé se prononcent, commencent à se prononcer pour une exploration, au moins déjà du gaz de schiste, peut-être pas une exploitation, mais une exploration. Est-ce qu'on va vers ça et est-ce qu'on a d'autres solutions? Il faut savoir que quand bien même on exploite le gaz de schiste en France, le gaz sera vendu aux Français le même prix qu'à l'heure actuelle. Parce que la France a conclu un accord avec les producteurs de gaz et de pétrole qui fait que les prix sont fixés pour 1 à 2 ans d'avance. Et il n'y a pas de négociation. Mais au bout d'1 à 2 ans, on pourrait quand même faire baisser le prix. Non, on ne pourra pas faire baisser le prix, puisque de toute façon, alors revenons au gaz, la consommation de gaz en France par rapport à la consommation globale des hydrocarbures, c'est 15%. Et de toute façon, si on voulait arriver à une indépendance ou à une quelconque possibilité de négociation vis-à-vis des producteurs, il faudrait faire des dizaines de milliers de puits, ce qui ne correspond absolument pas à la densité de population de la France. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, ça se passe dans des endroits où il y a 1 habitant tous les 4 kilomètres, enfin, ou 4 habitants au kilomètre carré, pardon. En France, en moyenne, on est à plus d'une centaine ou 150. En région parisienne, dans le bassin parisien, on est à plus de 200 habitants au kilomètre carré. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes conditions. On ne pourra jamais faire les dizaines de milliers de puits pour arriver à une indépendance énergétique. Et donc on n'aura pas la force de négociation pour faire baisser les prix du gaz. Donc économiquement, c'est nul, le bilan. 100 000 créations d'emplois quand même. Non, pas du tout. Non plus. C'est absolument faux. Nos politiques nous mentent. Oui, absolument. Et ça peut se démontrer, les 100 000 emplois, mais avec une facilité... Création quand même de quelques emplois. Non. On peut facilement se dire que, en gros, aux États-Unis, avéré, puisqu'on utilise ce terme, il y a à peu près 1 emploi par puits. Donc pour arriver à 100 000 emplois, il faudrait faire à peu près 90 000 puits en France. Bon, pour faire 90 000 puits en France, il faudrait déjà trouver la place et faire peut-être des mezzanines, parce qu'on ne va pas y arriver. Antoine Soleuse, votre pensée pour l'avenir, c'est quoi? Il faut faire quoi? Alors, il faut exploiter le gaz de schiste. Est-ce qu'il faut l'exploiter de manière avec autre chose que cette fracturation hydraulique? Est-ce qu'il faut aller vers d'autres énergies? Est-ce qu'il faut diversifier? Il faut faire quoi?
Vous l'avez dit, en fait, il faut diversifier parce que il ne faut pas qu'on dépende d'une énergie ou d'un pays. Donc je crois que la solution, les deux solutions, c'est de modérer notre consommation. On n'en a pas parlé ici, mais je pense que déjà la réduction de la consommation, c'est ce qui est le plus important. Et ensuite, c'est de panacher l'ensemble des énergies que l'on a actuellement, et puis d'aller chercher des nouvelles énergies, de l'hydrogène. Il y a plein d'autres idées possibles, se rapprocher de ce que fait le végétal. Le végétal, lui, est capable de produire l'énergie à partir de sachant qu'on aura du mal à faire du risque zéro de toute façon. Exactement. Et qu'on aura toujours besoin d'énergie. Merci beaucoup, en tout cas, on ne vous mettra pas d'accord, mais on a avancé. Merci à tous les deux. Le débat sur l'énergie, évidemment, reste ouvert. On va maintenant partir en Chine. Depuis plusieurs mois, la population chinoise est devenue la cible d'attentats sur son propre sol. Les auteurs sont des Ouïghours, une minorité chinoise d'origine turque, qui rejette l'occupation de leurs terres par le pouvoir de Pékin. Les journalistes ont infiltré un voyage officiel organisé par un tour opérateur chinois chez les Ouïghours. Leçon de propagande chinoise en zone interdite. C'est un film signé Éric Darbré et Axel Royer.